merci d'être venu voir notre présentation. Pour ma part, c'est la 3e fois que je viens à Bordeaux IO. J'ai cette chance. Ça fait plaisir de retrouver cette scène, cette conférence. On est là aujourd'hui, Ghislain, pour vous expliquer comment chez RATP Smart System, on a mis en place un certain nombre de choses, point de vue logiciel, équipement, pour faire face aux Jeux Olympiques d'il y a un an et demi maintenant. Et avant de vous expliquer tout ça, on va se présenter rapidement. Donc, je suis Nicolas Josviac, je suis responsable des architectes chez RSS côté billettique et je suis accompagné de Ghislain. Donc moi c'est Ghislain Mocolomboka, je suis architecte solution chez RATP Smart System. Par contre, contrairement à Nicolas, moi c'est la première fois que je présente. Donc soyez indulgents. Rapidement le plan, donc je vais vous expliquer qui nous sommes, parce que autant RATP je pense que c'est connu, mais Smart System moins. Le contexte des Jeux Olympiques. Ensuite on va vous expliquer les architectures qu'on a mises en place. Ensuite on va faire un focus sur les équipements et les logiciels aussi, parce qu'il n'y avait pas que la partie logicielle, enfin architecture pardon. Et enfin on vous présentera quelques résultats à l'issue de ces Jeux Olympiques, des règles techniques et ce qu'on en a retiré. Donc, qui sommes-nous? Alors en fait, RATP Smart System, on est une filiale de la RATP. On est spécialisé dans 3 principaux domaines. Donc le premier domaine, ça va être le domaine de la billettique. Donc ça va être tout ce qui va concerner les problématiques de vente, distribution et contrôle, alors essentiellement en région parisienne. Hein. Donc ça va être, vous voyez sur l'image, donc les cartes par exemple Navigo, les bornes, les portiques, etc. Donc ça va être ce domaine-là. Il y a aussi toute l'infrastructure qu'il y a autour, hein, parce que bon, il y a les équipements mécaniques, électroniques, mais il y a aussi tout ce qui est réseau en station qui peut être assez conséquent. Donc ça, c'est notre premier gros domaine et sur lequel on intervient avec Ghislain principalement. Le deuxième domaine, c'est le MaaS, le Mobility as a Service. Donc pareil, essentiellement en région parisienne, ça va être l'application mobile Bonjour RATP qui va vous permettre de planifier vos trajets. Donc vous allez d'un point A à un point B, ça va vous indiquer les stations de métro, RER qu'il faut prendre, vous indiquer en temps réel aussi les éventuelles perturbations, les plans B, etc. Faire un lien avec ce qu'on appelle les mobilités douces, donc trottinettes, vélos électriques ou vélos normaux, etc. À savoir aussi, c'est que sur cette application, vous pouvez acheter vos titres de transport et aussi valider avec votre téléphone sur les bornes à Paris, donc c'est assez pratique. Enfin, dernier domaine, ça va être le SAEIV, donc système d'aide à l'exploitation et information voyageurs. Donc ça va être beaucoup de temps réel pour les agents sur le terrain et les usagers. Donc là aussi, si vous voyez l'image, on ne voit pas très bien, mais le petit écran de chauffeur de bus, en fait, ça va lui indiquer en temps réel les prochains passages qu'il doit faire, les prochains arrêts, les temps d'arrêt à chaque station pour respecter vraiment les temps de passage pour les usagers. Et aussi, ça va lui indiquer s'il y a d'éventuelles perturbations, s'il y a des manifestations, s'il y a des travaux, lui indiquer des itinéraires bis qu'il devra prendre. Pour les usagers, ça va être lorsque vous attendez un bus ou un tramway, vous avez les indications sur des bornes qui vous indiquent dans combien de minutes va arriver le prochain bus. C'est tous ces systèmes-là dont on s'occupe aussi, basés sur du GPS essentiellement. Et aussi, alors, on s'occupe aussi bien du hardware, donc ce petit boîtier, on le fait de A à Z, avec toute l'électronique et le logiciel. Alors maintenant, le contexte des Jeux Olympiques. Bon, tout le monde a vécu, connu ces Jeux Olympiques, un très bel événement. On a eu la chance que ça se passe en France. Comme vous vous en doutez, c'est un cadre très réglementaire et réglementé. À ce titre, la préfecture de police avait contacté un certain nombre d'acteurs, dont la RATP, pour des considérations de sécurité, notamment en station. Ce qui nous était demandé, c'était de faire en sorte que les usagers passent un agréable moment, qu'il n'y ait pas de saturation, assurer la sécurité des usagers, mais aussi des agents sur le terrain. Et ça partait mal pour nous, parce que, en fait, alors vous l'avez sans doute vu et entendu, en fait, il devait y avoir des lignes de métro supplémentaires ouvertes pour cet événement dans le cadre du Grand Paris. Malheureusement, il y a eu beaucoup de retard, et du coup, il y a les lignes 15, 16, 17 et le Charles de Gaulle Express, on savait que ça n'allait pas être au rendez-vous. La seule ligne qui a été ouverte, enfin plus précisément prolongée, c'est la ligne 14 qui a été prolongée au nord et au sud, et notamment vers Orly, qui a fait beaucoup de bien. Mais du coup, avec ça, il fallait composer. Et pour ceux qui, parisiens, anciens parisiens ou qui ont l'habitude d'aller à Paris, vous voyez déjà le réseau est quand même assez saturé. Là, on savait qu'on allait devoir absorber un flot d'usagers supplémentaires. Donc pour vous donner un ordre d'idée,
On s'attendait à 11 millions de personnes sur la période des JO. Au final, il y a eu 11 millions et demi. Donc en estimation, on n'est pas si mauvais que ça quand même. Et ce qui représentait 1,5 million de personnes supplémentaires par rapport à un été classique. Donc on s'est dit, il va falloir qu'on trouve des solutions. Donc une des pistes, c'était de dire, de toute façon, quoi qu'il en soit, il faut qu'on renforce les ventes. Parce qu'on ne va pas pouvoir absorber au niveau des ventes en agence et dans les stations ce flot d'utilisateurs. Mais je vais y revenir après. Et un élément important aussi, c'est que, comme vous vous en doutez, des deadlines non négociables, on savait que ça démarrait le 26 juillet 2024. On ne pouvait pas demander aux JO de décaler. Il fallait composer avec ça. Ça durait 2 semaines. Et on savait que derrière, en plus, il fallait assurer les Jeux paralympiques. Donc il fallait vraiment qu'on soit prêt. Et du coup, on a eu l'idée de faire de la vente basée sur la vente à distance. Je m'explique. En fait, on a repris l'idée de tout ce qui est le monde du retail et de mettre en place de la vente en mobilité. Du coup, on a mis en place 2 projets. Donc, le premier projet, c'est vente en mobilité VEM et le second, contrôle et verbalisation sûr. En fait, l'idée, c'était de prendre les agents sur le terrain et leur donner des appareils de vente et s'affranchir des portiques pour valider aussi les types de transport et les guichets vraiment statiques de vente. Et pour ceux qui ont eu la chance, l'occasion d'aller à Paris sur cette période-là, il y avait même des stations, notamment à Montparnasse, où on avait enlevé des portiques. Vraiment, les gros valideurs avec les portiques, ils étaient enlevés pour faire de la place, désengorger les stations, pour fluidifier justement le passage des personnes. On avait recruté des agents supplémentaires justement pour les équiper d'appareils mobiles et pouvoir assurer la vente et la validation des types de transport. En fait, l'idée derrière aussi, c'était de pouvoir, encore une fois, fluidifier, mais aussi pouvoir charger à distance des nouvelles gammes tarifaires. Si vous vous en doutez, pour ces JO, il y avait des tarifs spéciaux pour pouvoir profiter d'un maximum d'endroits, parce que c'était réparti à Paris, mais aussi en région parisienne. Donc il y avait des contrats, des tarifs spéciaux qui pouvaient évoluer, changer suivant les zones, suivant un certain nombre de critères. L'autre projet c'était, comme vous en doutez, qui dit vente, validation, dit contrôle derrière. Est-ce que j'ai acheté le bon titre de transport? Est-ce que je l'ai bien validé, etc. Donc là aussi, on a dû équiper les agents sur le terrain pour pouvoir faire face à ça. L'autre point derrière, c'était de pouvoir dématérialiser le processus papier. On était en 2024. L'écologie est important dans le groupe RATP, donc on voulait faire ça, mais aussi l'autre aspect, c'était pour gagner du temps aussi en station. Du coup, maintenant, Ghislain, est-ce que tu peux nous raconter un peu la chronologie de la mise en place? Oui, tout à fait. Merci, Nicolas. Donc, on est là pour parler de VEM et de SUR, mais en fait, pour RSS, on a eu un enjeu bien avant cela. Vous savez qu'en 2023, la France a organisé les Jeux Olympiques. Et donc, c'est durant ces Jeux Olympiques, c'est la Coupe du Monde de rugby, autant pour moi. Et donc, durant cet événement, la RATP nous a demandé de déployer la solution qui était donc en développement, la solution produit de RSS qui était en développement des années précédentes, pour pouvoir couvrir cette partie, la Coupe du Monde de rugby. Et c'était un enjeu majeur pour RSS. Pourquoi? Parce que la réussite de ce projet, donc de l'expérimentation durant la Coupe du Monde de rugby, devait donc déclencher le développement de VEM et de SUR. Donc, si je suis là aujourd'hui, c'est que ça a bien marché. On a eu un retour positif sur le terrain, ce qui fait que nous avons donc commencé à développer le projet VEM et SUR que nous avons déployé donc en juillet pour les Jeux Olympiques. Et après les Jeux Olympiques, il y a eu un temps mort. Les applications sont restées sur le terrain. Et puis, ces applications ont également été utilisées dans les cadres des Jeux paralympiques. À la fin des JO, donc les applications continuent d'être sur le terrain en utilisation. Pardon. Donc là, je vais vous parler de cette architecture, l'architecture simplifiée de la partie VEM expérimentale. Il faut savoir que c'est la première fois que RSS déploie sur AWS et l'enjeu était, donc, comme je disais tout à l'heure, était majeur. Donc, dans cette architecture, donc, je vais commencer du bas vers le haut. Il y a l'application bureau et puis aussi il y a l'application de vente. L'application de vente est sécurisée à travers Cloudflare pour pouvoir accéder
donc aux API internes qui sont sur AWS. Et cette application, au travers AWS, pardon. Voilà, donc l'application de vente, lorsqu'on vend donc, les produits qui sont préchargés, à savoir que là, on est sur du vente sur stock, les produits sont préchargés, et ça passe par le BFF. Donc là, on a le module, on a le composant mobile qui est le BFF. Le BFF, c'est quoi? C'est tout simplement un composant intermédiaire qui expose des API au client pour pouvoir interroger le back-office. Et donc, les informations vont remonter au back-office. Ici, le back-office, on est sur une application Quarkus qui sont dockerisées et déployées sur AWS. Et donc là, à ce niveau, quand les informations remontent, ils sont enregistrés dans du base de données Postgre et également l'ensemble des logs de l'applicatif sont remontés dans Datadog. Donc sur la partie application bureau, donc le portail d'administration utilise également son BFF spécifique pour pouvoir configurer les offres de services et enregistrer dans la base de données. L'application, le portail d'administration n'est accessible qu'en interne au sein de RSS. Et donc, dans la partie, donc, une des choses qui est importante ici, comme je disais, sur l'application mobile, nous faisons de la vente sur stock. La vente sur stock, c'est quoi? Ce sont des cartes qui sont préchargées et ces cartes-là sont remises aux agents et ils les vendent directement aux usagers. Et donc, la deuxième étape de l'expérimentation a consisté donc, à exporter les données. Comme on était en phase d'expérimentation, nous exportons donc les données manuellement pour les transmettre au SIRATP et au SIRATP de consolider ces données-là. J'ai l'impression que OK. Vous avez une bonne visibilité, vous. Parfait. Donc, la deuxième architecture qui est ici, c'est l'architecture qu'on a utilisée pour pour les Jeux Olympiques. Donc, nous sommes toujours sur le même produit RSS, c'est le même asset utilisé, le portail d'administration reste le même, nous avons également nos back-office. Par contre, ce qui change dans cette architecture, ça va être la partie chargement des titres. Donc, le chargement des titres, on le fait à partir d'un composant qu'on va développer et installer au sein de la RATP. Ce composant-là communique avec AWS via le Direct Connect. Le Direct Connect, c'est une connexion directe entre le SI RATP qui est privé et également le Cloud RSS. Du coup, les données qui sont chargées depuis l'application mobile sont échangées également à partir donc, du BFF Ticketing qui est dédié rien qu'à cette connexion. Donc, dans l'architecture aux Jeux Olympiques, sur la partie VEM, ici, les exports qui étaient faits précédemment de manière manuelle, là, on automatise les exports. C'est-à-dire que les données qui sont remontées dans le back-office, dans la base de données, sont exportées dans des buckets S3. Ces données-là sont également exploitées par des composants. Notamment ici, on est dans le cadre des ventes. Ce composant va récupérer ces données sur le bucket, consolider et puis envoyer au sein de la RATP au travers d'un module de transfert et pour le même but, consolider ces éléments-là au sein de la RATP. Donc ça, c'est l'architecture VEM. Donc cette architecture-là, la troisième architecture, repose toujours sur l'asset RSS, donc le produit billettique. On est sur la même modalité. Et ce qui va changer ici sur la partie de contrôle et verbalisation, pareil, nous allons développer donc deux composants. Il y a les composants de PV, donc, qui va consolider tous les procès-verbaux qui seront adressés aux clients, aux usagers, et également les quittances, ils vont les consolider et puis déposer dans le bucket à destination de la RATP pour la même finalité. Bon, je pense que j'ai fini. Nicolas, je te laisse la main sur la partie matériel et logiciel. Yes, merci. Alors,
comme je le disais en introduction, il y a la partie archi logiciel, mais la partie équipement. Donc, pareil, on voulait des équipements à donner aux agents qui étaient plutôt pratiques et qui répondaient à un certain nombre de critères. Donc, on a deux types d'équipements. Je vais commencer par le PAX A920 Pro, on a fait notre choix dessus pour la vente aux mobilités. En fait, dans les critères, alors je ne vais pas tous les énumérer, mais parmi les plus importants, il y avait le fait que ça tourne sous Android. Parce qu'on avait des développements en cours sous Android et c'était pratique pour nous. On voulait que aussi, en termes de batterie, ça tienne sur plusieurs services, pour ça qu'il est un peu plus gros. On voulait aussi qu'il y ait un support pendant de longues années. On ne voulait pas prendre un matériel et qu'après, il faille le changer. Du coup, typiquement, celui-là, il est supporté jusqu'en 2032. Et un critère très important, c'était les normes de paiement, les certifications. Parce qu'on voulait, pour que les usagers puissent payer en carte bancaire en sans contact, et on voulait que ces appareils-là respectent la norme, ce qu'on appelle PCI-PTS, pour ceux qui connaissent, qui est une norme internationale de paiement, qui permet un certain nombre de certifications et de sécurité. Donc il avait coché pas mal de ces cases-là, celui-là, et donc on est parti sur ce premier appareil. Ensuite, pour le contrôle et la verbalisation, on est parti sur deux équipements, donc le PAX A77 et une imprimante Bic Solon. Alors, on a pris un autre appareil et plus léger. Pourquoi? Parce qu'en fait, il faut savoir que dans le cadre des Jeux Olympiques, pour le contrôle et la verbalisation, on s'est fait aider des agents de sûreté sur le terrain. Donc les agents de sûreté, je ne sais pas si vous connaissez, vous les avez déjà vus, des agents qui sont présents pour accompagner les usagers sur le terrain, leur faciliter la vie, aussi les accompagner lorsqu'il y a un problème de sécurité et autres. Et ces agents, ils ont beaucoup d'équipements sur eux, ça peut aller jusqu'à 10 kg d'équipement, et on ne voulait pas les alourdir encore beaucoup plus, c'est pour ça qu'on a pris des petits appareils qui étaient assez légers. Donc ça faisait partie d'autres critères de sélection, en plus comme le A920 Pro. Et aussi, on voulait que du coup, ce soit des appareils qui soient robustes s'ils tombent, si jamais il y a des altercations, etc. Donc voilà pourquoi on est parti dessus. Et une petite imprimante Bic Solon pour pouvoir imprimer les PV quittance, comme Ghislain l'a expliqué, s'il y a une verbalisation à effectuer à l'usage. Ensuite, si on descend sur la partie logicielle, alors, on est parti sur une norme. Il faut savoir que dans le monde de la billettique, il y a plusieurs types de normes. Nous, on a fait le choix de partir sur du Calypso. C'était d'ailleurs un des critères pour ces équipements-là. Donc, Calypso, c'est une norme billettique sur la vente, distribution et le contrôle des titres de transport. Alors, nous, en l'occurrence, c'était pour la vente qui nous intéressait, qui permet un certain nombre de certifications. Donc, on est parti dessus. Et associé à ça, on est parti sur du Keeple. Donc Keeple, c'est une librairie open source, et plus précisément un SDK open source, hébergé par la fondation Eclipse, et développé par CNA, la Calypso Network Association. En fait, ce SDK va nous permettre d'avoir une abstraction pour attaquer les couches basses des équipements. Donc en l'occurrence ici, attaquer, par exemple, piloter tout ce qui est NFC, et pouvoir dialoguer avec une carte, comme ici, par exemple, je vous ai mis sur l'image une carte Navigo, pour pouvoir avoir des échanges. Donc en fait, ça rejoint le monde du connecté. C'est des librairies normes qui existent aussi bien pour les montres connectées, pour les bracelets connectés et ce type d'équipement-là. Par contre, ça on le savait, mais dans le monde de Keeple, en fait, ça fonctionne par plugin. Et il y a des plugins pour des familles d'équipements. Pour ce type d'équipement-là, on savait qu'il n'y avait pas de plugin. Du coup, on a dû développer notre propre plugin, et plus précisément, on appelle ça un coupleur. Donc on a développé un coupleur qui est aussi potentiellement open source pour pouvoir interagir avec l'équipement et une carte, donc ici carte Navigo. Et qui dit interagir va dire des interactions sécurisées. Alors Ghislain en a parlé, c'est le module ticketing qu'il a présenté dans l'architecture. Donc là, l'équipement, il va dialoguer avec un serveur distant et par un direct connect. Et il faut savoir qu'on a changé de paradigme ici, et donc c'était une innovation chez RSS, parce que dans le monde de la billettique, en station, dans les valideurs que vous avez, les gros valideurs, on appelle des SAM locaux. Sont des sortes de cartes à puce. Enfin, qui connaît SAM? Ça parle à quelqu'un, un Secure Access Module? Oui. Bon, pas beaucoup. Donc c'est des sortes, rapidement, parce qu'on peut faire une présentation à part entière sur des SAM. Donc SAM, c'est une sorte de carte bancaire avec une puce. Vous avez des clés cryptographiées à l'intérieur avec un nombre de jetons prédéfini.
Donc, par exemple, vous pouvez dire j'ai 10 jetons cryptés, et lorsque vous allez valider votre titre de transport et l'acheter, il y aura un lien qui va être fait au niveau sécurité. Et c'est comme ça qu'on arrive à sécuriser et à avoir un bon nombre de transactions. Ce qu'il faut savoir, c'est qu'en faisant ça, c'est des transactions unitaires, donc sur des machines physiques, ça ne pose pas trop de problèmes. Là, on passait dans un monde connecté mobile, donc il y avait d'autres échanges à faire. Et point de vue sécurité, ça nous embêtait, parce que comme je l'ai dit, les SAM, c'était des SAM locaux. Du coup, mettre des SAM locaux dans des appareils mobiles, si on se faisait voler les appareils, c'est-à-dire qu'on avait des SAM dans la nature, et on ne voulait pas faire ça. Du coup, on est passé sur ce qu'on appelle un HSM. Alors, il y a plusieurs types de HSM. Là, ici, on a pris une carte HSM distante. L'avantage de cette façon de faire, c'est que ça va gérer des SAM virtuels à distance. Donc, on va avoir plein de SAM virtuels qui vont avoir, pareil, des technologies cryptées avec un haut niveau de certification et de sécurité. Donc, c'est une des raisons pour lesquelles un HSM coûte extrêmement cher, pour ceux qui ont baigné un peu dedans. Et du coup, ça nous permettait des échanges authentifiés entre la carte, les équipements et le serveur distant, et avec un haut niveau de sécurité, ce qui était important pour nous. À savoir aussi que Calypso Keeple, ça a signalé, c'est français, ça a été fait par des Français. Donc c'est bien de le savoir, et ça fait plaisir de savoir qu'on a des belles compétences en France aussi sur ces sujets-là. Et je vais compléter, vous dire que la technologie qui est embarquée donc, dans les cartes Navigo, à l'intérieur sont des puces, et ces puces-là, c'est un Français, c'est-à-dire que c'est Roland Moreno, c'est toujours le travail de Roland Moreno qui est parti jusqu'à donner ce que nous avons aujourd'hui comme passe Navigo, suite à un partenariat entre la RATP, SNCF et également Innovatran, qui fait partie du groupe Roland Moreno. Voilà, c'est la petite précision. Et du coup, maintenant, je te laisse la main pour la partie plus applicative. Merci, Nicolas. Donc, sur la partie logicielle, ici, donc on a d'abord Kubernetes. Notre choix sur Kubernetes est basé sur le fait que, comme je vous disais, le produit RSS est censé être également déployé on-prem comme on-cloud. Et ce qui nous a poussé à utiliser Kubernetes, Kubernetes, c'est beaucoup plus ce choix-là. Donc, on peut le déployer sur le cloud, comme on peut aussi le déployer on-prem. En revanche, comme c'était une première fois qu'on déployait également sur AWS, il a fallu faire des ajustements d'un point de vue de configuration. Quand on est habitué à développer des applications locales, ce n'est pas le même paradigme qu'on du cloud, parce que les secrets, il faut les gérer autrement. Amazon S3, donc les API qu'on utilise sur le produit, ils sont beaucoup plus orientés Minayo. Et comme Minayo est compatible avec Amazon S3, du coup, on s'est orienté sur Amazon S3 pour la simple raison que l'infra est managée. Du coup, nous, ça nous permet donc, de nous dégager, donc, et compte tenu aussi des délais et puis de l'enjeu qui était en place, donc on est passé sur Amazon S3. En revanche, ce qui s'est passé, c'est que comme on avait des procès-verbaux, à savoir que un procès-verbal, c'est avec les noms des personnes, donc c'est fortement lié à la RGPD. Il fallait donc faire en sorte comment dire, travailler sur tout ce qui est role anywhere, mais de manière fine, pour que seul le composant qui était censé aller récupérer cette information-là, qu'on s'assure que c'est vraiment ce composant-là qui le récupère, pour ne pas avoir de fuite de données. Amazon Aura, c'est du Postgre, implémentation AWS. Donc, c'est une base de données managée complètement. Donc, voilà, on est parti dessus pour tout ce qui est base de données. Sur la partie sécurité et réseau, donc, notre outil de gestion d'accès, Kicklock, on est sur une stack Java et voilà, on est parti sur Kicklock automatiquement. Et l'utilisation de Kicklock ici est limitée au pad, donc le porté d'administration que j'avais montré tout à l'heure. Donc Cilium, est-ce que quelqu'un a déjà utilisé Cilium ici? Ok, parfait. Merci. Cilium ici, c'est Cilium qui va gérer toute la partie réseau. Donc, Cilium, en fait, il faut savoir que sur Kubernetes, on a deux instances. Donc, on a l'instance sur et puis l'instance VM.
toutes les ressources de VEM sont définies et sont dans un même espace particulier, et également les ressources sûres sont dans un même espace particulier. Donc, ces ressources-là, on interdit à ce que les pods qui sont dans le namespace communiquent avec les pods qui sont dans le namespace sûr. Et donc, pour le faire, c'est Cilium qui va le faire. Même la sécurisation des communications entre pods est également faite par Cilium. Donc, et l'avantage aussi de Cilium ici, c'est qu'il est complètement agnostique du provider. C'est-à-dire que les règles de sécurité que nous définissons avec Cilium sur AWS, si nous changeons de provider, nous allons les utiliser. Ça, c'est l'avantage de Cilium. Kyverno, c'est un peu le Captain America. Donc là, on est sur des règles. On va mettre en place des règles dans Kubernetes, et ces règles-là, c'est Kyverno qui va les définir. Par exemple, nos conteneurs, on interdit qu'il y ait un utilisateur root dans un conteneur. Donc un développeur qui veut déployer son conteneur, s'il y a un utilisateur root, ben, il ne pourra pas déployer. On interdit également de lancer le conteneur en mode root. C'est Kyverno qui va le faire. On interdit aussi d'aller un load balancer dans Kubernetes. Pourquoi? Parce qu'on veut tout simplement que toutes les appels API passent par l'ingress controller. Et donc, la combinaison de Kyverno et de Cilium donne un cadre suffisamment fort pour que les développeurs puissent être autonomes dans ce qu'ils ont envie de faire. J'en profite, il y a une presse dans l'après-midi sur Kyverno, si vous voulez plus de détails, n'hésitez pas. Donc sur la partie observabilité et monitoring, ben, on utilise Datadog. Datadog qui va gérer tout ce qui est log et métriques. Hubble, donc Hubble ici, pour ceux qui ont déjà utilisé TCP dump, c'est sur le même modèle, mais il est couplé avec Kyverno, avec Cilium. Donc le feedback de Cilium va revenir côté Hubble, et donc on a une visualisation de tout ce qui est donc. Voilà, là c'est un exemple d'écran, donc de visualisation côté Hubble du feedback Cilium. Donc là, vous voyez qu'au point 1, donc ça c'est un filtre qu'on va réaliser. Ce filtre-là va donc donner le tableau qui est en bas avec les sources et destinations et également les ports, et puis le statut des flux. Donc le graphe qui est au milieu, cette espèce de graphe orienté, nous donne la main pour visualiser ce qui se passe dans le réseau. Donc en fonction des connexions, bien des flux qui vont apparaître dans l'écran, donc dans l'écran 3, ben, ce graphe-là va être mis à jour. Je pense que c'est à toi. Ouais. Alors quelques résultats maintenant, issus justement du dashboarding monitoring qu'on a mis en place lors de ces JO pour améliorer tout ça, parce qu'on en avait déjà avant, mais on en a profité pour faire un petit coup de jeunesse au monitoring. Du coup, ici, je vous ai mis des graphiques sur la répartition des ventes par produit et par ligne. Donc, sans trop de surprise, vous voyez que sur la période des JO, ça a bien augmenté. Donc, ça a commencé déjà vers mi-juillet vers mi-août. Après, on voit qu'il y a une petite pause, mais c'est quand même assez soutenu. Et après, ça a un petit regain. Parce que, comme je le disais en introduction, il y a eu les JO 2 semaines, une petite pause, et après, il y a eu les Jeux paralympiques. C'est pour ça qu'il y a une petite hausse vers fin août, début septembre. Je vous ai mis le top 3 des ventes. Donc, on va avoir la ligne 4 du métro, le RER A et RDS. Alors, c'est ce qu'on appelle réseau de surface. Donc, ça va être le bus et tramway. Donc, pourquoi la ligne 4 qui connaissent un peu le réseau parisien. Sur la ligne 4, on va avoir les grosses stations comme Gare du Nord, Gare de l'Est, Châtelet. RER A qui est transverse à Paris avec des grosses stations, donc c'est normal. Et on voit que le bus et tramway a très bien fonctionné lors de ces Jeux Olympiques. La même donnée, mais différemment sous forme de camembert. Donc on retrouve la ligne 4, le RER A, les bus tramway. Et après, on voit les autres lignes, donc la ligne 1, la 13, la 14. Donc on voit que la 14, le fait qu'elle ait pu être prolongée jusque Orly, a fait beaucoup de bien, parce qu'elle apparaît dans le top 5. Je ne suis pas sûr qu'elle serait apparue dans le top 5. La ligne 1 elle ressemble au RER A, donc il y a des similitudes, ça rejoint. Et la 13 aussi a bien fonctionné. Donc c'était sympa comme info de voir ça.
En termes d'infraction, donc bon, ça c'est pas nouveau, hein. Il y en a eu avant les JO, il y en a eu pendant, il y en a encore maintenant. Mais c'est intéressant d'avoir les types d'infractions. Donc, je vous en ai mis un certain nombre, mais vous voyez que dans le numéro 1, de loin, c'est sans titre de transport, les personnes qui n'achètent pas de titre de transport. Pour ceux qui ont l'œil aguerri, vous voyez qu'en numéro 3, on retrouve sans titre de transport. Non, ce n'est pas une erreur. Je l'ai un peu dit auparavant, en fait, on va différencier le réseau de surface du réseau ferré. Donc réseau de surface, ça va être bus, tramway, réseau ferré, métro, RER. On a cette distinction. Et du coup, si on fait la somme des deux, on voit que c'est de très loin premier type d'infraction. En deuxième, ça va être le franchissement illicite. C'est les personnes qui sautent les portiques ou qui passent derrière d'autres personnes. Bon, après, je vous laisse parcourir tranquillement les autres. Vous pouvez voir les types d'infractions qu'il y a. Il y en a qui sont assez... Bon, pas de commentaires. À savoir, pour finir, dans le type de résultat, lors de ces JO, on a eu zéro gros problème, zéro problème majeur. On a eu bien sûr des petits couacs sur des contrats, des tarifs à régler, etc. Mais vraiment, zéro problème informatique. On a eu, alors pour ceux qui y étaient, j'espère que vous avez passé un bon moment dans les stations, c'était fluide, etc. Parce que nous, en tout cas, on a eu des retours des agents sur le terrain à qui on a pu fournir tous ces matériaux-là, qui étaient très satisfaits, très contents, mais aussi les usagers. On a eu beaucoup de retours très satisfaisants. Donc c'était une vraie fierté chez RSS à la RATP d'avoir pu accoucher de ce type de logiciel dans les temps et que ça se passe bien et faire que les gens puissent passer un bon moment lors de ces Jeux Olympiques. Je te laisse du coup nous dire ce qu'on a appris. Oui, merci Nicolas. Donc, qu'est-ce qu'on a appris? Ce qui a marché. Donc, l'infrastructure. On est parti, donc, c'était un premier déploiement sur AWS. Et par rapport à cet enjeu-là, voilà. Donc la gestion de l'infra, ça, c'est quelque chose qui a marché. L'aspect sécurité aussi, c'est avec les outils que je vous ai montrés, c'est quelque chose qui a marché aussi parce que ça a été pensé dès la conception. Donc, même quand le produit avait commencé, on a automatiquement commencé à penser sécurité. Et quand on est parti sur AWS, on a aussi pensé sécurité. Et ça, c'est un aspect qui a vraiment marché. Monitoring et observabilité, comme j'ai dit, Cilium, Hubble, donc il y a un feedback, on a le feedback. Donc voilà, cet aspect, ça a aussi marché. L'intégration des systèmes centraux, comme disait tout à l'heure Nicolas, on a développé... Coucou Charlotte. Je vais le couper. Donc, on a développé un coupleur. Et ce coupleur-là nous a permis donc d'utiliser... On a utilisé ce coupleur-là dans A920 Pro et également A77. Et avec ce coupleur, on a réussi aussi à du chargement de manière dynamique des passes Navigo. Donc c'est un aspect qui a marché. Et en fait, le délai, donc la livraison, on a livré à temps, tant pour la Coupe du Monde de rugby et ayant déclenché également les 2 autres projets. Et donc, il y a aussi la partie qualité de développement qui a été réalisée, donc avec moins de bugs. Ça, c'est ce que nous avons appris, ce qui a marché. Donc, les points d'amélioration, validation et coordination infra. Tout à l'heure, je vous parlais sur la période de la Coupe du Monde de rugby, les experts manuels. Et ces experts manuels, on n'était pas vraiment calé, et du coup, pour faire ces exports, on était obligé de solliciter non seulement le DevOps, on pouvait aussi solliciter l'infra. C'était un peu le bazar. Mais on a réussi à exporter. Donc ça, ce sont des points qui ont été améliorés. La complexité de Kubernetes. Kubernetes est une plateforme assez complexe. Donc on est monté en compétence dessus, mais on pense qu'il y a encore beaucoup de choses à apprendre. La partie observabilité avec Datadog, les logs très verbeuses, et donc qui nécessitent encore de retravailler. Et puis on a eu du mal à rentrer automatiquement dans des écrans pour pouvoir les filtres, tout ça. Donc ça, c'est quelque chose qu'on devrait améliorer. Sur la partie test extrême,
Les tests qu'on avait réalisés à l'époque, c'était la suppression d'un namespace, et puis on l'a restauré. On n'a pas allé jusqu'à supprimer une base de données, par exemple, pour pouvoir le restaurer après. Ça, ce sont des choses qu'on n'avait pas fait et sur lesquelles on pourrait s'améliorer. Donc, capitalisation. On est parti du fait qu'on ne connaissait pas AWS. On a eu des compétences AWS. On a développé de vraies compétences avec Kubernetes. On a une infrastructure aujourd'hui qui est robuste. On a une sécurité renforcée avec Kyverno. C'est un aspect qu'on maîtrise. La partie interopérabilité, là, on est sur des échanges sur des protocoles standards, donc du GraphQL. On est également sur des formats de fichiers standards et on est sur une architecture moderne plutôt standard. Donc, voilà. En tout cas, ça, c'est aussi quelque chose sur lequel on peut capitaliser. Le socle technique, on est sur du Quarkus. Donc, les images sont buildées en natif et puis dockerisées. Et une infrastructure qui peut être réutilisable. Donc, la prochaine étape... Coucou Abderrahim. La prochaine étape, ça va être l'extension du socle technique. Cette extension du socle technique est faite aujourd'hui sur une application que nous sommes en train de développer, donc la nouvelle application de contrôle pour le groupe RATP. C'est-à-dire que c'est une application, c'est une nouvelle application qui va se baser sur les socles techniques que nous avons utilisés dans le contexte de VEM et SURE, que nous allons utiliser pour pouvoir déployer les prochaines applications. Coucou Charlotte. Donc, la partie industrialisation, donc, ce qui va nous rester à faire, ça va être la partie généralisation. Donc, puisque aujourd'hui on maîtrise beaucoup de compétences, on a acquis des choses, on maîtrise. Donc, la prochaine étape, ça va être que les autres projets qui vont arriver, nous allons donc généraliser la pratique que nous avons acquise durant les étapes de VEM et SURE. Merci pour votre écoute. On a du temps pour des questions, s'il y en a qui en ont. Oui. Ah, il y a une question. C'est bon. Bonjour, merci pour le talk. Petite question pour Kyverno. Est-ce que vous êtes allé chercher une feature particulière ou est-ce que vous aviez une raison particulière de partir sur Kyverno? Qu'est-ce que vous recherchiez en installant l'outil? On se pose la question à l'installer. Tout retour est bon après. Non, sur Kyverno, on n'est pas... En fait, les reproches qu'on a souvent quand on déploie des images Docker, c'est que les reproches, c'est simple. Hein. Il ne faut pas avoir un utilisateur root et il ne faut pas le lancer en mode root non plus. Et en plus de ça, nous, dans notre contexte, il fallait absolument que côté Kubernetes, qu'on évite que tout le monde installe tout ce qu'il a envie de faire sur Kubernetes. Et donc, c'est comme ça qu'on est... En tout cas, on a regardé d'autres outils, mais c'est Kyverno qu'on a trouvé le mieux pour pouvoir gérer tout ce qui était règles au niveau de Kubernetes. En fait, pour un peu compléter, c'est comme on était nouveau sur Kubernetes, on savait qu'il y avait une courbe d'apprentissage qui était longue. On ne pouvait pas bien former tout le monde. Du coup, il y a une équipe DevOps qui a été très bien formée, etc. On a dit on va un peu mettre des règles pour un peu fermer, contrôler et ainsi garder un niveau de maîtrise acceptable. C'était ça le cheminement. Bonjour, merci pour le talk.
J'ai une question plutôt en tant qu'usager. Entre utiliser son téléphone ou une carte bleue pour passer les portiques, il y a eu 1 an et demi entre iOS et Android. Est-ce que c'est des problématiques techniques ou des problèmes de sécurité, alors que des pays comme l'Angleterre l'avaient depuis bien longtemps? Est-ce que c'est les JO qui ont fait accélérer les choses? Voilà, c'était plus ça. Alors oui, il y avait problématiques techniques, politiquement correctes. Politiquement incorrectes, il y a Apple, qui est un peu plus compliqué, on va dire, en termes de sécurité. En fait, pour attaquer des couches basses d'un iPhone, sur iOS plus précisément, c'est un peu plus complexe, c'est moins ouvert. Du coup, il faut faire un certain nombre de droits. Il y a beaucoup de dialogue avec Apple, en fait. C'est ça qui a aussi prolongé chose. Et sur le parc de validation, Android est le plus représenté, bizarrement. Enfin, c'est peut-être pas intuitif, en tout cas pas pour moi. Du coup, c'était ces trois actions qui ont expliqué pourquoi il y avait un décalage. Oui, question pour moi. Merci pour la présentation. Du coup, vous dites que c'est votre première grosse application dans le cloud que vous avez fait pour les JO, qui est quand même un énorme événement. Bien joué pour ça. Mais du coup, j'aurais voulu savoir, en termes de dimensionnement de votre infra, comment est-ce que vous avez fait, vu que c'était votre première expérience? Est-ce que vous aviez, comment vous avez anticipé ça? Est-ce que vous avez dû compter sur le scaling un peu auto d'Amazon qui a bien fait le job? Ou est-ce qu'au contraire, vous avez dû un peu sur place, à un moment, un peu tout gérer à la main? Voilà. Non, on avait on avait des estimations. Ce que je disais, on avait le flux de voyageurs. Déjà, on savait à quoi s'attendre. Ça reste des estimations à l'époque, parce que maintenant, là, je fais un peu le malin en disant on est bon en estimation, mais à l'époque, on ne savait pas. Mais après, on avait quand même pas mal d'infos sur le nombre de validations, de ventes au quotidien qu'on avait. Donc ça nous donnait des indications, puis après on a fait une règle de 3. Bon, après sur le cloud, alors même si chez RSS il y a des personnes qui n'avaient pas d'expérience, il y avait d'autres personnes qui sont arrivées, moi par exemple je suis arrivé pendant cette période-là, j'avais des connaissances, donc je savais déjà quand même comment il fallait réfléchir. Il y avait l'équipe DevOps qui est assez expérimentée aussi sur le sujet, qui avait fait d'autres expériences avant. Donc ça nous a permis d'absorber ça. Et puis, après, c'est sûr, on a un peu surdimensionné au début, qu'on se le dise. Mais dans ce cadre-là, le budget n'est pas trop un problème en général. Comme on en a parlé, la sécurité, mettre la sécurité en place dès le début d'un projet, généralement, c'est là où ça devient compliqué. Là, personne n'a bronché. Donc, voilà. Merci beaucoup. On est bon ? Bon, merci. Merci.